Bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue au 10h Afrique sur Vision 4 Télévision. Heureuse de vous retrouver ce matin. Nous sommes le mardi 6 juillet 2021. Inès Bellinga, je suis pour vous servir encore ce jour. Nous ouvrons cette édition d'information par ces clichés concernant les enfants au Gabon. On parle donc de cette décharge de Mindoubé et dans cette décharge à Libreville, des dizaines d'enfants s'affairent au milieu des ordures, des camions, poubelles et pelleteuses viennent chaque jour déverser près de 800 tonnes de déchets. Les objets métalliques sont ensuite brûlés par ces enfants afin de récupérer les parties soit en cuivre ou en aluminium pour pouvoir les revendre et faire un chiffre d'affaires. Une fumée âpre empeste donc la zone où des habitations de fortune ont été construites par les dits enfants qui seraient donc des enfants finalement abandonnés. Revenons à présent en République centrafricaine pour parler de la constitution du comité de pilotage du prochain dialogue républicain qui est annoncé en Centrafrique. Cette constitution a été dévoilée par le président Faustin Archange Touadéra, professeur Faustin Archange Touadéra. On parle de 22 personnes qui ont été choisies de plusieurs sphères différentes et qui conduiront donc ce grand moment important pour l'histoire de la Centrafrique. La mission première étant effectivement de mettre en place un bureau qui organisera les échanges. Christian Elundouf. Le comité de pilotage créé par décret présidentiel du 25 juin dernier est l'un des préalables déjà remplis pour la tenue du dialogue républicain en République centrafricaine. 22 personnes au total y siégeront. Parmi elles, 7 représentants des pouvoirs publics, 7 membres des organisations de la société civile, 2 représentants des partis politiques dont un de l'opposition et un délégué du Conseil national de la médiation. La communauté internationale pour sa part siégera dans ce comité de pilotage avec 4 représentants. Entre eux, ils doivent mettre en place au plus vite un bureau directeur dont le président sera désigné par le chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra. Cette équipe, qui sera divisée en 6 sous-comités, devra rapidement engager des consultations qui doivent aboutir à la tenue effective du dialogue. Le décret de création de ce comité de pilotage lui concède aussi la conception d'un projet de règlement intérieur pour le dialogue. Tenu de se mettre au travail sans attendre, cette instance a l'obligation de tenir le président de la République informé de l'évolution des travaux. Ce comité de pilotage, dont la mise en place intervient près de 3 mois après les consultations des forces vives de la nation par le président de la République, a pour défi majeur de réussir la conciliation des différentes parties engagées dans la résolution des divergences de vues en RCA, lesquelles ont entraîné le pays dans un chaos où il en sort peu à peu. Merci à vous, Christian Elundou. Et le professeur Faustin Archange Touadéra, le président centrafricain, va recevoir ce jour une très forte délégation du groupe L'Anecdote qui sera conduite par son président Jean-Pierre Amougou Bellinga qui quitte le Cameroun pour Bangui pour un voyage d'affaires. Et dans les échanges, il est prévu une interview avec le président professeur Faustin Archange Touadéra qui sera menée par une équipe de la chaîne Télé Sud Groupe Vision 4, partie de Paris en France pour l'occasion. Nous y reviendrons en images dans nos prochaines éditions d'information. Parlons à présent de la République démocratique du Congo avec l'ancien chef de l'Agence nationale de renseignement du pays qui sort finalement de son silence, poursuivi pour arrestation arbitraire, traitement inhumain et tentative d'assassinat, des faits qui se seraient déroulés lorsqu'il était encore à la tête de cette Agence nationale de renseignement. Caleb Moutonde, puisqu'il s'agit de lui, vient donc de faire signe de vie à ses proches via les réseaux sociaux. C'est ce que nous dit Fanny Abosolo dans cet élément. Regardons. L'ANR est victime d'une propagande politicienne. Il y a des compatriotes qui, dans l'opinion nationale ici, au pays, qui, à l'étranger, ont délibérément choisi de salir les services de leur propre pays. C'est sur WhatsApp qu'il communique avec les quelques personnes avec qui il a renoué le contact ces derniers jours. Caleb Moutonde dit être à l'étranger dans un pays africain. Il compte expliquer les raisons de sa clandestinité et dénonce les méthodes fortes employées lors de la perquisition de ses bureaux et résidences. Selon ses proches, Caleb Moutonde ne craint pas les accusations portées contre lui. Ses avocats ont déposé une plainte contre les 7 plaignants pour imputation dommageable, dénonciation calomnieuse et association des malfaiteurs. Une nouvelle audience suite à la citation directe est déjà prévue le 19 juillet. L'ancien super flic annonce qu'il serait même disponible
à affronter personnellement les plaignants. Les avocats demandent au procureur général près de la cour d'appel de Kinshasa Gombe d'ordonner le classement sans suite initiée contre lui et d'abandonner le mandat d'amener et la vie de recherche lancée contre lui en mars dernier. Kalev Moutonde dit vouloir comparaître en homme libre au procès qu'il a initié pour organiser sa défense. Parlons à présent du Nigeria avec ce nouvel enlèvement enregistré récemment au centre nord du pays. Près de 140 jeunes pensionnaires d'une école coranique ont été enlevés par des hommes non encore identifiés. Un kidnapping de plus qui fait du Nigeria un véritable berceau d'enlèvement, plus particulièrement dans les lycées, et ce depuis le début de l'année 2021. Adalbert Messi. 140 lycéens enlevés sur les 200 pensionnaires que comptait jusqu'à vendredi soir cette école coranique située dans le centre nord du Nigeria, devenue l'épicentre des enlèvements au pays de Muhammadu Buhari. Dans le rapt de cette nuit, de dimanche à lundi, des hommes non identifiés, mais communément appelés les bandits dans la région, ont emmené avec eux plus d'une centaine de jeunes âgés de 15 à 20 ans, après avoir relâché ceux de 4 à 12 ans. Depuis décembre 2020, plus de 130 jeunes lycéens ont été enlevés au Nigeria, avec plus de 180 millions de naira de rançon payés par les familles. Les 140 de cette nuit, du 4 juillet, viennent s'ajouter à cette longue liste des enlèvements qui donnent l'impression que le gouvernement de Muhammadu Buhari a perdu le contrôle de cette situation au Nigeria. Sur l'ensemble du territoire nigérian, déjà plus de 850 enlèvements en 7 mois, soit une moyenne de 4 jeunes enlevés par jour, un peu plus que la menace Boko Haram et l'État islamique. Les kidnappings à répétition de cette bande de bandits qui enlèvent, violent, mutilent et demandent des rançons à des pauvres populations, provoquant le sentiment du qui-vive auprès des parents et des jeunes filles et garçons sans défense à la merci des ravisseurs. Malgré les multiples sorties médiatiques et les opérations coup de poing menées par la police et l'armée nigérienne, les victimes des enlèvements des jeunes au Nigeria attendent toujours de voir les auteurs de ces rapts traduits devant les tribunaux. En Afrique du Sud, la question est sur toutes les lèvres. Jacob Zuma passera-t-il du statut d'ex-président à celui de détenu? Pour rappel, l'ancien président a été condamné mercredi dernier à plusieurs mois de prison. 2 procédures ont été lancées par ses avocats. L'une d'entre elles sera examinée aujourd'hui devant une juridiction provinciale. De son côté, la Cour constitutionnelle a accepté d'examiner son recours lundi prochain. Toujours est-il que son cas divise tout de même au sein de l'opinion sud-africaine. Au Mali, c'est l'armée malienne qui vient une fois de plus, qui a été une fois de plus la cible d'une attaque terroriste dans le pays. On parle d'au moins 4 soldats qui ont été tués dans la nuit de dimanche dernier dans le nord-ouest du pays, non loin de la frontière avec la Mauritanie. Le point dans cet élément, regardons. 4 soldats tués, c'est le bilan de l'attaque qui a visé le convoi de l'armée malienne au nord-ouest du pays, près de la frontière mauritanienne. Les forces armées maliennes en partance pour l'errer dans la région de Tombouctou dans le cadre d'une mission administrative ont été stoppées par un groupe armé encore non identifié. C'est dans un échange de tirs avec les terroristes en question que ces soldats ont trouvé la mort. Une attaque qui intervient quelques jours après que la France ait annoncé la reprise de sa coopération militaire avec Bamako. Le coup d'État de mai dernier au Mali a poussé la France à rompre toute collaboration avec les forces de sécurité et de défense de ce pays. La reprise de cette coopération militaire ne remet pas en question le fait que la France envisage de mettre fin à l'opération Barkhane telle qu'initialement prévue au profit d'un dispositif centré sur la lutte antiterroriste et l'accompagnement au combat des armées locales. Paris compte également sur l'émergence du groupement des forces spéciales européennes Takuba, créé à l'initiative de la France pour accompagner les unités de défense maliennes dans la lutte contre les djihadistes. Aujourd'hui, Takuba compte à son sein 600 hommes dont la moitié est de nationalité française. Les 300 autres soldats sont des Estoniens, des Tchèques, des Suédois et des Italiens.
Et cette situation en Éthiopie, devant le Parlement hier lundi, le Premier ministre Abiy Ahmed a affirmé que les rebelles des forces de défense du Tigré s'étaient emparés de la ville de Mekele uniquement parce que l'armée avait choisi de battre en retraite. Selon le Premier ministre, son gouvernement pourrait déployer des centaines de soldats dans la région du Tigré si les rebelles ne respectent pas le cessez-le-feu. Les autorités ont d'ailleurs privilégié une période de silence pour que chacun puisse réfléchir à cette situation. On va parler dans le cadre de l'entretien du jour de l'environnement. Selon le constat fait par les experts et autres organisations écologiques mondiales, la forêt africaine est fortement menacée d'extension avant les 50 prochaines années si rien n'est fait pour la préserver. Et c'est la deuxième plus grande ceinture verte de la planète qui vit donc aujourd'hui un dilemme important, celui des défis environnementaux de l'heure et celui lié au développement non seulement économique mais également technologique qui sont des priorités pour certains États. Et pour en parler donc, je vais recevoir sur ce plateau Mathieu Wamba. Bonjour et bienvenue. Bonjour Inès Belinga et bonjour à tous les téléspectateurs. Heureuse de vous retrouver ce matin, Mathieu Wamba, et nous espérons que vous allez bien. Est-ce que vous êtes un vert? Vert, oui, on est tous aujourd'hui, on fait tous des efforts aujourd'hui pour être des citoyens écologiques mondiaux parce que la menace elle est là et puis il faut dire aussi que l'ambition aujourd'hui des organismes qui s'occupent de tout ce qui est vert aujourd'hui est importante, c'est pour la survie de notre petite planète bleue, on ne peut qu'être éco-citoyen. Merci à vous d'avoir répondu à cette question. C'est une question qui se pose lorsqu'on parle de la forêt africaine qui serait en danger. Est-ce un constat établi? Eh ben oui, c'est un constat établi aujourd'hui. La forêt africaine, principalement, celle de l'Afrique centrale aujourd'hui, qui est la deuxième plus grande ceinture verte de la planète. Vous l'avez dit, derrière l'Amazonie aujourd'hui est fortement menacée. Vous avez plus de 200 millions d'hectares de forêt aujourd'hui qui sont menacés et qui, si rien n'est fait d'ici 50 ans, certainement on se retrouvera à une forêt réduite à une peau de chagrin parce que justement l'action humaine, l'action de l'homme aujourd'hui a des répercussions néfastes sur cette forêt-là. Mais il faut aussi le savoir, c'est que il y a cette envie-là aujourd'hui des dirigeants du monde, principalement des dirigeants africains aussi, de pouvoir préserver cette forêt, même s'ils se retrouvent dans ce dilemme dont vous parliez tout à l'heure, celui de la protection de l'environnement et celui-là du développement économique, parce que c'est des États aujourd'hui qui sont des États en développement, comme on dit, et c'est des États qui puissent l'euro de leurs ressources dans les cultures de rente ou alors des ressources naturelles comme la forêt, comme les minerais, comme le pétrole et tout ce qu'on peut avoir comme richesse naturelle. Donc ça fait qu'aujourd'hui, ce continent-là, si rien n'est fait, je le disais encore, il risque de voir sa forêt carrément disparaître. C'est pour ça que les uns et les autres font aujourd'hui attention, appel à la prise de conscience, à une prise de conscience collective. Parce que c'est vrai que l'Afrique pollue moins que tous les autres continents, c'est moins de 5% d'émissions de gaz à effet de serre, mais il faut dire que ces grands pollueurs-là aujourd'hui, ces grands pollueurs, l'action de ces grands pollueurs agit négativement sur le continent africain parce que la forêt aujourd'hui n'a plus cette capacité-là de pouvoir retenir le gaz carbonique qui est balancé dans l'air. Il y a donc cette forêt-là se retrouve dans des difficultés. Mais il faut quand même aussi le reconnaître, l'action des Africains elle-même est déjà à condamner parce que il y a des exploitations artisanales aujourd'hui sur le continent qui amènent cette forêt-là à être menacée parce que le développement est inégalement reparti sur le continent. Ailleurs, on utilise du butane pour faire la cuisine. Ailleurs, on utilise de l'électricité, du charbon pour pouvoir se nourrir et ainsi de suite. Donc ça fait aujourd'hui que dans certaines contrées du continent, les uns et les autres abattent. Ouais, la présence de la hache, elle est bien présente et elle fait des destructions que l'on sait. Au-delà, il y a aussi les États et les multinationales qui ne lâchent pas du tout cette forêt. Vous savez que dans certaines parties du continent, principalement dans cette grande forêt équatoriale, il y a aujourd'hui du pétrole qu'on a découvert, des richesses minéralières et minières aujourd'hui qui amènent ces grandes multinationales à venir poser leurs machines justement pour exploiter tout cela, non sans détruire le couvert végétal vert.
à vous écouter sans arrêt comme ça. On a l'impression que vous avez déjà tout dit, mais avant de revenir sur ces pollueurs africains également, j'ai envie de vous poser une question, Mathieu Wamba. Vous avez parlé d'un dilemme, vous avez parlé de respecter les codes environnementaux de l'heure et parler également de développement. Pourquoi, quand il s'agit de l'Afrique, qu'il faut penser à protéger l'environnement? Vous parlez de 5% de pollution venant de l'Afrique. Le reste du monde et des autres continents polluent encore plus. Mais on nous demande à tous de partager cette vision de protéger la forêt africaine. Pourquoi ne pas aussi penser au développement? Non, vous avez totalement raison. Aujourd'hui, il faut dire que les pays du monde aujourd'hui où vous trouvez une grande couverture végétale ne sont pas nécessairement des pays africains. Dans le top 5, c'est des pays qui sont extra-africains. C'est les États-Unis d'Amérique, c'est la Russie, c'est le Brésil avec sa grande Amazonie, c'est le Chili, le Pérou, l'hémisphère sud. Et bien évidemment, le premier pays, c'est la République démocratique du Congo qui apparaît en 7e position. Mais aujourd'hui, il y a quand même une prise de conscience collective, même si on est dans le tout développement, même si aujourd'hui, on reconnaît qu'il y a un jeu trouble qui est fait par les Occidentaux et tout le reste qui pensent pouvoir toujours exploiter sur le continent en nous tenant un discours qui soit un discours dichotomique. La vérité est aujourd'hui que je vais vous poser la question autrement, il faut la protéger. Mathieu Wamba, je vais vous poser la question autrement. On est en face d'une situation. Vous êtes l'Europe. Moi, je suis l'Afrique. Alors, chez vous, en Europe, vous avez conçu des choses à l'ère de la pollution était tout permise. On parle de voitures, on parle de grandes usines, de production, des zones industrielles qui sont aujourd'hui et qui attirent davantage les Africains qui se retrouvent à mourir dans les mers parce que les gens veulent aller découvrir ce qui se passe ailleurs et ils se disent que l'Eldorado, c'est ailleurs. Maintenant, vous avez l'Afrique qui n'est pas développée ou alors qui est plus ou moins en voie de développement. Aujourd'hui, elle veut se développer. Il y a les pressions sociales où les gens, les populations africaines demandent à leurs dirigeants, il faut faire mieux, il faut faire plus, il faut devenir développé, devenir des pays vraiment extraordinaires comme ailleurs. Alors face à cela, vous avez la préservation de l'environnement et vous avez les défis. Qu'est-ce que les Africains peuvent faire pour en même temps répondre à ce besoin environnemental qui se pose, mais également penser à se développer? Ah ben oui, justement, sur le continent africain, on a pensé à des solutions alternatives, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut se mettre dans ce qu'on appellerait la grande transition écologique, même si on n'utilise pas toujours ces sources que nous avons citées tantôt, il faut développer de nouvelles sources aujourd'hui qui cadrent avec les nouveaux enjeux environnementaux. Il y a aujourd'hui des sources, des énergies propres que l'on utilise pour pouvoir gérer ces situations, mais il faut aussi savoir une chose, c'est qu'on ne peut pas faire le tout développement sans parfois aussi écorner ou alors écorcher un tout petit peu l'environnement. Tout à fait. Voilà, c'est tout. Voilà, merci d'avoir répondu à ces questions. Et avant de partir, j'ai envie de vous demander quels sont ces mauvais élèves du continent en termes de préservation de la forêt africaine. Ah ben, selon les Nations Unies, beaucoup de pays sur le continent africain, malheureusement, aujourd'hui, sont de mauvais élèves, même si on cite déjà quelques-uns, comme la Guinée-Conakry aujourd'hui. Vous savez qu'avec les mines de cuivre et de bauxite de ce côté, on a beaucoup déforesté, on détruit énormément sans tenir compte de cet environnement-là. La République démocratique du Congo, avec le parc du Virunga, aujourd'hui, qui est menacé, même si ce parc-là, qui appartient à trois pays, qui est partagé par trois pays avec une biodiversité incroyable, aujourd'hui est menacé. Il y a quand même quelques-uns qui font des efforts de pouvoir tenir là-dedans. Le Cameroun n'est pas en reste. Vous savez que beaucoup de réserves au Cameroun aujourd'hui sont prises d'assaut par des populations migrantes qui arrivent, tout simplement pour chercher ce que j'appellerais le bien-être, parce que la question foncière aujourd'hui est une question évidente. Beaucoup de populations aujourd'hui ont été expropriées, d'autres sont partis parce qu'elles n'avaient plus de terre. Il faut trouver des terres fertiles pour faire de l'agriculture, pour pouvoir faire des exploitations agricoles et des fermes et tout ce que vous voulez. Et survivre. Et survivre surtout. Ça fait que ça met à mal toutes ces forêts classées. Donc il faut dire que la situation est généralisée, même s'il y a quelques bons élèves aujourd'hui qui sortent du lot, qui s'écartent du lot, comme le Gabon, comme Sao Tomé et Principe, comme le Rwanda par exemple, qui ont été cités récemment par le Fonds des Nations Unies pour les forêts. Merci à vous, Mathieu Wamba, d'avoir répondu à nos questions. Demain, on va aborder un autre sujet que je ne vais pas vous demander aujourd'hui. À demain, Mathieu Wamba. Allez, à demain.
Et surtout, bon journal. Merci. Madame, Messieurs, c'est la fin du 10h Afrique. Nous vous remercions pour votre bien aimable attention. Retrouvez à 12h tout à l'heure Sylvestre Messi dans le cadre du journal de la mi-journée. Mais avant 10h30, les dinosaures de l'information seront des vôtres dans le cadre du programme Tout d'Horizon. Je vous souhaite une excellente journée. Restez des nôtres, naturellement.